Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur Lambda, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs anonymes, passionnés et passionnants. Je suis Steven Pingon, modeste entrepreneur et accompagnant de start-up, et vous pourrez me retrouver chaque mois avec un nouvel épisode. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes. Je reçois aujourd'hui Ludovic Rigaud, fondateur de Movalib. Passionné d'automobile, Ludovic a fait une première carrière au sein d'un équipementier, au contact des garagistes qui nous permettent à tous de quotidiennement nous déplacer. Puis un jour, il a découvert la douleur du secteur, bouffé par la surcharge et la gestion administrative, et aussi la communication rompue entre le garagiste et l'automobiliste. Ludovic a alors imaginé Movalib, l'outil idéal pour les garagistes, et a décidé, par conviction, de quitter sa place confortable pour monter son projet. Et si vous désirez nous donner un coup de pouce, laissez-nous un petit commentaire et parlez-en autour de vous, cela nous aiderait énormément. Enfin, si vous désirez retrouver quelques astuces d'entrepreneurs, allez faire un tour sur notre site entrepreneurlambda.fr, que je tâcherai de compléter au gré des épisodes. Bonne écoute! Salut Ludo! Salut Steven. Je suis super content de te recevoir dans ce podcast. Bah écoute, merci à toi de me recevoir. Très heureux, tu vois, de partager un petit moment ensemble et d'essayer de passer du bon temps. Tu le sais, ce podcast parle d'entrepreneuriat, mais pas que. Et ce que je te propose pour commencer, c'est que tu te présentes en tant qu'homme. Eh ben écoute, avec plaisir. Donc moi, Ludo Rigaud, j'ai 35 ans. Je suis le deuxième enfant d'une fratrie de trois. J'ai deux sœurs, une sœur aînée, une sœur cadette. Et écoute, je te dirais plutôt un profil de passionné. J'aime les gens, j'aime bouger, j'aime le sport, les sports mécaniques notamment. Tu le verras d'ailleurs forcément dans les questions qui vont suivre. Et puis voilà, me voilà devant toi aujourd'hui, puisque un jour, je décide de me lancer avec concrètement aucun savoir-faire dans l'entrepreneuriat, mais l'envie d'avancer. On y reviendra. Toi, tu viens d'où? Tu viens d'un milieu où on crée des entreprises ou alors pas du tout? Non, pas du tout. Je viens d'une famille dans laquelle ma maman a fait le métier le plus compliqué du monde, c'est-à-dire celui de maman au foyer. C'est donner toute sa vie, beaucoup de temps pour peu de valorisation. Mais mon Dieu que c'était bien, parce que je pense que c'était aussi pouvoir nous donner beaucoup de temps et donc de faire de mes sœurs et moi, du coup, je pense, des gens bien. Et puis, mon père, lui, est salarié, enfin, était et est toujours salarié d'ailleurs d'une boîte qui est en Belgique et qui développe, enfin, qui vend et commercialise de la pétrochimie. Ok. Toi, tu avais une passion étant jeune? Ouais, j'ai toujours été très passionné. Alors, d'abord par la motocross. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'âge de 3 ans et demi, je mettais mes fesses pour la première fois sur une petite PU50. La Piwi 50, objet légendaire. Exactement, que j'aurais dû garder d'ailleurs. Et passion qui m'a jamais quitté parce que tu vois, c'est un sport que je pratique encore aujourd'hui. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit que tu as très vite travaillé, c'est ça? Tu t'es pas contenté finalement de faire de la motocross jusqu'à tes 18 ans. Tu as fait autre chose de ta jeunesse et de ton adolescence. Ouais, tout à fait. Alors à défaut, tu vois, d'avoir une famille d'entrepreneurs, j'ai eu en exemple des parents courageux. Et mes parents ont toujours beaucoup travaillé. Donc la première fois que je travaille, j'ai 14 ans. Je suis ouvrier donc dans une usine à Lers. Et pour pouvoir trouver le passe-droit pour travailler, officiellement, je suis archiviste. Et on demande donc à l'inspection du travail une petite dérogation pour me permettre d'être archiviste. Bon, en réalité, je suis ouvrier et écoute, premier contact avec le monde pro et premier plaisir en fait. Je découvre des ouvriers qui sont des gens formidables et avec qui littéralement je m'éclate pendant un mois. Donc ouais, très très vite. Et puis écoute, par la suite, à l'âge de 16 ans, je deviens, non pas par vocation professionnelle, mais par passion, mécanicien chez un agent Peugeot dans le nord de la France, chez qui je fais quasiment 2 saisons. Et à côté de ça, je suis aussi intérimaire pour une boîte qui s'appelle Adecco, je pense qu'on peut la citer, et dans laquelle je suis inscrit pour que dès que j'ai un petit peu de temps libre, le week-end ou les vacances scolaires, aller effectivement, ranger les rayons dans une grande enseigne du nord de la France qu'on appelle Auchan, livrer des boissons dans les bars et ou dans les discothèques via un grossiste. Et donc ouais, je touche à plein de petits métiers qui sont réellement un très très bon bagage pour la suite puisque tu rencontres plein de gens en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à autant travailler? C'est un besoin financier? C'est un besoin de découverte d'autres choses? Un peu de tout ça? Bah, il y a d'abord l'éducation que j'ai reçue où on m'a toujours expliqué qu'il fallait travailler et que c'était non pas quelque chose, enfin ça devait pas être une corvée, mais c'était normal de se mettre au boulot et qu'on y trouvait du réconfort, c'était vrai. Et quand même assez vite, l'autonomie, l'indépendance que j'ai trouvé dans le fait de gagner un petit peu d'argent.
Non pas que j'étais attiré par l'argent, vraiment pas. Par contre, j'étais très attiré par le fait de pouvoir vivre de mes passions, de mes loisirs. Alors, on a parlé de la moto, mais il y avait aussi l'aéromodélisme, le modélisme de manière générale. Et bah, tous ces petits loisirs, ou toutes ces petites passions plutôt, il fallait pouvoir les assumer. Et je pense que ces petits boulots me permettaient surtout de vivre avec passion. Ouais, une quête d'indépendance. Ouais, ouais, vraiment. Au milieu de tout ça, il a fallu que tu fasses un petit peu des études. T'es allé dans quoi alors? T'as cherché à te rapprocher de l'automobile par le biais enfin, des sports mécaniques au sens large par le biais de tes études ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Je pense que je suis le parfait exemple du mauvais élève, du cancre, dans le sens où je réussissais toujours globalement à avoir des notes qui me permettaient d'avoir mes classes sans trop travailler. Et donc j'ai un peu touché à tout, y compris le droit, jusqu'au jour où, rebelote, besoin d'autonomie, besoin d'indépendance. Je me dis que l'alternance est peut-être la bonne solution. Et donc je me retrouve en alternance à faire un DUT-TC, à l'UT de Roubaix d'ailleurs, chez qui je fais 2 ans d'alternance. Donc 1 an chez Decathlon Campus, école formidable, et deuxième école formidable, Contact FM, une radio du nord de la France, où là je vois se produire mille et une choses. Enfin, vendre du vent, c'était quand même une expérience assez folle. Chez Contact FM, tu m'as expliqué, c'est pas qu'un simple stage. Tu as découvert une entreprise qui était très, très particulière, parce que c'est une radio, donc ils vendent de la publicité. Déjà, ça c'est quelque chose, comme tu le disais, d'assez particulier. Et en même temps, tu as découvert aussi une entreprise, comme parfois ça arrive, en pleine crise. Et toi, tu étais pris au milieu de tout ça avec ta position d'alternant, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, un alternant, par définition, on peut pas s'en séparer. C'est très compliqué. Et donc, j'ai la chance de rentrer dans cette boîte qui était la boîte de mon oncle, et qui malheureusement, à cette époque-là, patatrac, connaît vraiment un coup dur. Et c'est vrai que j'en garde un souvenir très particulier, parce qu'à la fois très reconnaissant, parce que moi, de pouvoir apprendre, de pouvoir grandir tous les jours, et encore une fois, de faire beaucoup de rencontres. Et dans le même temps, j'ai littéralement vu tous les mois des gens faire leur carton et quitter l'entreprise, parce que l'entreprise était vraiment à l'époque en souffrance, en difficulté. Et j'ai aussi vu le revers de la médaille, c'est-à-dire pas que les gens qui quittaient cette entreprise, mais j'ai aussi vu mon oncle, avec beaucoup de mourons, beaucoup de tracas, essayer en réalité de limiter la casse. Alors, dans le principe même de limiter de la casse, il y a de la casse quand même, donc vu de l'extérieur, on a toujours tendance à dire, bah, regardez, il y a de la casse. Sauf que, bah oui, là j'ai vu ce que c'était que de prendre ses responsabilités, et j'en garde un souvenir particulier, et bravo, parce que cette boîte, l'hémorragie a su être stoppée, et peut-être que ça aurait pu être fait différemment. Beaucoup de gens avaient beaucoup d'avis. Néanmoins, la boîte n'a pas été liquidée, et chapeau à mon oncle, parce qu'il a, je pense, globalement pris les bonnes décisions. Ton premier vrai contact avec la création d'entreprise, un peu raide en un sens quand même, ça t'a pas refroidi? À l'époque, j'avais pas en tête d'entreprendre. Enfin, très sincèrement, je savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie. Donc je vois ça de loin. J'ai plus de l'affect pour l'entreprise, pour ses collabs et pour mon oncle, que je me dis au contraire, ah tiens, entreprendre, ça doit être difficile. Je pense que j'étais trop jeune, trop immature pour me dire, ok, moi jamais je voudrais ou je ne voudrais pas vivre ça. J'étais pas dans cette démarche. Ok. On est passé vite sur ton étape Contact FM, la radio de ton oncle, mais tu avais déjà eu une démarche quand même de gestion de projet, de création de projet autour de ta passion. Ouais, ouais, tout à fait, exact. J'avais à l'époque monté la Team Contact, donc en hommage au nom de la radio de mon oncle. C'est une équipe de pilotes de motocross. On était une dizaine d'amateurs. Et l'objectif, c'était d'avoir le plus beau ou plus grand stand peut-être de l'Enduropal du Touquet. Et effectivement, à l'époque, on monte cette petite team. On fait nos tenues, on fait nos kits déco, on fait nos sessions d'entraînement, on appelle Grand Lille TV, on fait nos premiers petits reportages, pardon, pour faire parler des amateurs. Et bah, contre toute attente, on a plutôt pas mal de retours. Et on se retrouve à faire un super Touquet. On est une trentaine dans les stands, pour pas dire un peu plus. Et on fait nos premières soirées de remerciements, on fait nos premiers petits sponsors, les proches, les amis, la famille, et quelques petites boîtes locales. Et en fait, à travers ça, effectivement, on a une première notion de gestion de projet, c'est vrai. Et c'était aussi un super souvenir. Il y a eu effectivement du bon et du moins bon, comme dans une entreprise. Toutes les bonnes choses ont une fin, il a fallu que tu ailles travailler un moment. Euh, C'était quoi ta première expérience professionnelle? Donc fin d'alternance, donc je rentre chez un équipementier automobile. J'avais déjà rencontré à l'époque une personne qui est Philippe Duhart, et qui me fait rentrer en tant que commercial dans une boîte. J'avais 21 ans et demi. Je rentre durant l'été, donc je crois que c'était 2011.
Et évidemment, puisque je faisais de la motocross, je m'étais fait les ligaments croisés quelques mois auparavant. Et mon entretien d'embauche se fait avec un plâtre, en maillot de bain et en t-shirt, dans un cadre tout à fait personnel, puisque je ne pouvais pas me déplacer. Et c'est Philippe qui est venu à moi pour valider et signer mon contrat avec moi. Donc ouais, un démarrage de vie pro à l'image d'un jeune sportif, et peut-être pas tout à fait conscience des responsabilités qu'il allait prendre. Mais très très bon souvenir. Comment ça se fait que ce Philippe est venu à toi comme ça il t'avait en sympathie? C'était au-delà du simple recrutement? Je l'avais déjà rencontré dans le cadre justement de stages qu'on devait faire dans le cadre de nos études, que tout le monde connaît globalement. Et sans m'en rendre compte, dans le cadre de ces stages, on avait eu notamment quelques salons. Et il avait dû se dire à l'époque, tiens, il est passionné, plutôt a priori poli ou avenant. Et sans moi m'en rendre compte, déjà un petit peu la bosse du commerce, content d'aller vendre les petits produits sur les salons avec lui. Et ou en tout cas de les présenter aux gens qui venaient se présenter sur notre stand. Et notamment dans le cadre de quelques entretiens aussi pour lesquels lui m'avait appelé en disant tiens Ludo, on s'intéresse à des marchés de niche. C'était le modélisme, c'était la moto. De me donner quelques conseils. En fait, je pense que déjà à l'époque, il s'était dit bah tiens, on a un jeune passionné qui connaît les sports mécaniques, mais surtout avec ce bagage technique, avec peut-être cette petite bosse du commerce apparente mais pas garantie. Et je suis très reconnaissant parce que Philippe à l'époque a misé sur moi sans aucune garantie. Et bon, j'avais ces 2 ans d'alternance quand même en commerce, mais effectivement, rentrer comme commercial chez un équipementier, c'était à 21 ans une chance. Et d'ailleurs, je remercie l'entreprise et Philippe de m'avoir donné cette chance parce qu'elle m'a servi et elle a été un bagage pour le projet aujourd'hui. Oui, il était un mentor pour toi en quelque sorte. Ah oui, clairement. Clairement. C'est marrant parce que tu vois, le terme de mentor, je ne le connaissais pas avant de lancer Movalib. Et j'ai compris après coup ce qu'était qu'un mentor. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, en fait, des mentors, j'en ai eu plusieurs. Philippe était officiellement le premier. Et tu as su saisir l'opportunité peut-être sans te rendre compte de ce que c'était. Ouais. Ouais, clairement. Bon, d'ailleurs, à l'époque, j'étais pas bien sûr de moi, hein. Je me suis dit, bon, après tout, ça passe ou ça casse. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Ça fait écho un peu à mon parcours. Moi, avec mon entreprise que j'ai essayé de monter, les trottinettes Simone, sur un stand, je dis un stand comme ça, et là, je vois une tête que je connais qui arrive comme ça. Je dis, oh, c'est, putain, c'était Hugues de Chenac. Ok. Et, et là, donc, j'étais tout tremblotant comme ça, et je l'arrête et je dis, Monsieur de Chenac, est-ce que je peux vous présenter ma start-up? Et du coup, il discute, je lui pitch le projet, et il m'a tendu sa carte avec son portable, et il était avec son bras droit, il faisait le tour des startups là-bas, quoi. Et j'ai pas eu l'intelligence de le recontacter. Peut-être trop. Tu vois, sur ce coup-là, j'étais trop jeune, trop inconscient de la chance qui m'était apportée de pouvoir rien qu'échanger peut-être 10 minutes de plus avec quelqu'un de cette valeur-là. Et puis aussi, trop. Peut-être je me sentais trop bas par rapport à quelqu'un comme lui pour oser le recontacter. Et ça, tu vois, c'est une énorme erreur de ma part. Bon, c'est la vie, on apprend. Je la referai pas, mais l'importance du mentor, c'est quelque chose d'absolument vital, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, dans le lancement du projet, euh, heureusement que j'ai eu des gens, et heureusement que je les ai encore aujourd'hui d'ailleurs, pour me, pour me conseiller, pour me tempérer, ou au contraire m'inciter à aller plus fort, plus vite. C'est vraiment un phare dans la nuit, un mentor, hein, clairement. On, on y reviendra parce que c'est vrai que tu as une belle équipe autour de toi. Dans cette boîte, tu y as fait plusieurs années, du coup, après ce premier entretien en béquille et en claquette. Ouais, bah écoute, dans cette entreprise, effectivement, j'y passe presque 12 ans, 11 ans et demi, pour être plus précis. Je commence comme commercial junior, hein, clairement. Et puis au fil des ans, j'ai la chance de passer commercial, on va dire senior, puis responsable secteur, responsable des ventes, ensuite directeur des ventes et responsable des centrales d'achat des comptes clés nationaux. Ça a été 11 années ou presque d'apprentissage. Et il y a notamment dans ces 11 années quelques points marquants qui effectivement m'apprennent, je pense, à entreprendre sans le savoir, mais comme le fait de développer une gamme sur un marché qu'on n'avait pas encore touché du doigt, qui était la marine. Donc il a fallu, là, pour le coup, partir d'une feuille blanche et typiquement aller faire le tour de France, en tout cas des côtes françaises atlantiques, donc et méditerranéennes, pour aller faire, sans le savoir, déjà une étude de marché. Et donc lancer cette gamme quelques mois, pour pas dire presque une année plus tard, en partant vraiment de rien. Donc ça, c'était une expérience assez folle. On vendait des produits très techniques avec des dénominations très orientées, je dirais, professionnelles.
On vendait des nettoyants injecteurs, des nettoyants Fab, des nettoyants turbo. Et un jour, je souhaite et où j'exprime à ma direction que peut-être il est temps, puisqu'on vend des produits auprès du grand public, de changer un peu notre approche et de rendre accessible un produit technique qui n'est donc pas auprès du grand public. Et c'est un succès, puisque quelques années plus tard, cette boîte devient un des best-sellers de la boîte, si ce n'est d'ailleurs, je pense, le best-seller de l'entreprise, le fameux décrassant moteur, qui nous a d'ailleurs été copié par l'ensemble des fabricants, ou en tout cas des équipementiers qui vendaient ce type de produit. Et tous ces sujets-là, mis bout à bout, me permettent de grandir jusqu'à, par exemple, lancer pour le marché français dans notre division le marché du Lube, alors que ma direction n'y était pas forcément favorable, puisque peu ou pas d'appétence pour le produit, un marché de volume un peu moins rentable, donc il y avait beaucoup de problématiques vraiment très importantes, très fortes pour une entreprise. On aurait pu penser que ça pouvait mettre à mal le modèle économique. Moi, je défendais le contraire. Et donc, il m'a fallu des mois, et pour pas dire des années, pour réussir tout doucement à emmener ma direction, ou en tout cas mon directeur commercial, dans cette voie. Et donc, j'ai appris à ce moment-là aussi à emmener donc, mes pères et ou les aînés. Je fais un parallèle à ce que tu disais tout à l'heure. Un jour, on te tend une carte de visite, tu n'oses pas vraiment rappeler parce que responsable. En fait, on se fait souvent, nous, un sang d'encre. On a souvent l'image que ces gens-là ne sont pas accessibles. En fait, c'est à nous d'aller, je pense, vers ces gens-là. C'est à nous de devenir accessible, mais surtout de devenir intéressant, Oui. de déclencher chez eux une forme d'appétence. Et ouais, et à ce moment-là, je pense que j'apprends beaucoup. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc j'apprends, j'essaye tout seul de monter ça dans mon coin et de convaincre donc mon responsable qu'il faut y aller, que c'est une bonne chose, et donc d'emmener ensuite une partie des équipes de nos clients et de pas à pas monter ces projets. Et quel bonheur. Encore une fois, les gens du coup derrière qui m'ont accompagné et aidé pour développer ces sujets ont été après des vrais supports, des vrais leviers pour que ça puisse prendre forme et que ça puisse réellement un jour exister. Tu t'épanouissais dans cette boîte? Qu'est-ce qui a expliqué qu'un jour tu as décidé d'en partir? Bah, des raisons assez simples, je m'y épanouissais, oui. J'avais moi besoin de parler d'avenir. Ça faisait plusieurs années que j'étais parfois sollicité ici et là pour des postes et ou dans des dimensions un petit peu plus importantes que celles de l'échelle nationale. Il y avait l'échelle internationale. Il y avait des marques et des équipementiers un peu plus importants, plus intéressants. J'ai par 3 reprises refusé des offres en pensant que mon entreprise allait du coup accepter de parler d'avenir et de me dire si oui ou non j'avais raison de mettre tant de temps et d'énergie et d'abnégation dans le projet. Malheureusement, la boîte m'a jamais répondu, a souvent préféré botter en touche. Donc à ce moment-là, ça éveille chez moi une première forme en fait de crainte, de peur, de me dire en fait je mets toute cette énergie, est-ce que j'ai raison de le faire? Est-ce que je vais être moi inscrit sur la durée derrière? Et donc un jour, j'exprime ce sentiment et malheureusement, je ne trouve pas écho en face. Donc je me dis, écoute Ludo, si tu le vis dans une entreprise, tu pourrais le vivre dans une autre. C'est quoi le sujet de fond? Est-ce qu'il faut aller voir ailleurs ou est-ce qu'il faut cogiter pour toi de ton côté? Et un jour, tu pars dans une tournée client comme t'en fais des dizaines par an, et là, tu as l'élément déclencheur qui te tombe littéralement sur la tête, ou presque du moins. Ouais, tout à fait. Anecdote c'est marrant parce que qui me fait encore sourire aujourd'hui. Un jour, je rentre dans un garage que je connais bien et je vois ce responsable d'atelier qui, rouge de colère, jette un téléphone contre le mur. Et je lui dis dans un langage très français, très courant, mais enfin, Stéphane, t'es complètement con. Tu viens là de couper ce qui permet et à la fois de gérer l'arrivée et la sortie de tes clients, mais aussi de gérer l'arrivée et la sortie de tes pièces détachées. Enfin, tu viens de baisser le fusible. Et il était tellement en colère que même si ce que je venais de dire pouvait être juste, il me dit écoute, t'es bien mignon, mais j'ai pas ta vie, moi j'ai tellement de contraintes qu'aujourd'hui je n'arrive plus à faire mon métier. Et en fait, à ce moment-là, le garage venait de m'expliquer que son métier original, qui était la mécanique, il pouvait plus le produire tant il y avait de parasites autour de son métier. Donc ça me fait cogiter et je me dis, bah tiens, à ce moment-là, peut-être que j'avais une idée, non pas de projet ou d'entreprise, tu vois, l'envie d'entreprendre, elle me vient peut-être parce que par dépit de ne trouver réponse à mes questions, bah là je me disais qu'il fallait entreprendre, mais là je venais de trouver une idée de produit. Et donc j'ai commencé à réfléchir, à cogiter, et tout doucement, semaine après semaine, mois après mois, ça trottait dans ma tête tous les jours. Tu sais, comme une chanson dont on n'arrive pas à se défaire. Le premier réflexe dans une situation comme la tienne, dans ta position, c'est peut-être d'en parler à ta boîte. C'est ce que tu as fait, ou tu t'es dit non, moi je veux créer mon propre business. Oui, bah en fait, à l'époque, je me dis, bon, ça faisait 3 années de suite, ou plutôt donc 3 entretiens individuels de suite que j'avais pas écho à mes sollicitations.
Je me suis dit, bon, je fais quoi? Et en fait, notre PDG qui avait hérité de l'entreprise quelques années auparavant, avait la latitude de manier sa barque comme elle le souhaitait. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que moi aussi j'ai envie de mener ma barque. Je peux pas reprocher à l'entreprise de ne pas vouloir me répondre, même si tu vois, c'est ce qui fait que je m'en vais. Donc moi je pense qu'à ce moment-là, peut-être erreur de leur part, erreur tactique. Mais je peux pas leur reprocher. Après tout, ils étaient chez eux, c'était leur gestion, leur façon de voir les choses. Très bien, j'entends. Et par contre, je me dis surtout, ok, bah là, j'ai une idée de projet, j'ai pas trouvé quoi mes réponses. Peut-être que je pourrais monter ce projet avec eux, puisque marché commun, client commun, équipe déjà connue, reconnue, fournisseur des garages connus, reconnus, qui était en réalité mon quotidien dans cette boîte tous les jours. Et je propose effectivement à cette entreprise de s'allier à ce projet. Donc je propose un jour à la PDG et au DG du groupe, pourquoi pas, dans le cadre d'un repas d'ailleurs. Je leur couche à l'époque 3 propositions, 2 en interne et une en externe. La troisième étant le projet d'aujourd'hui. Et malheureusement, à l'époque, ils déclinent mon offre, considérant que notre PDG ne voyait pas vraiment le critère d'innovation. Je pense que c'était trop loin, en fait, de leur métier originel. Quand notre DG, lui, le voyait un peu plus. Mais en fait, déjà, à ce moment-là, si les deux n'y voyaient pas la même... En tout cas, s'ils n'avaient pas la même appétence pour le sujet, pour l'idée, je pense que c'était mort dans l'œuf. Et j'aurais dû peut-être à l'époque déjà m'en aller peut-être tout de suite plus vite, mais j'essaye quand même pendant plusieurs mois de dire attendez, ça va venir, on va peut-être. En fait, j'essaye de vendre mon truc, hein, clairement. Entre le moment où j'indique vouloir moi monter mon entreprise, on était en février-mars, donc dans le cadre d'un entretien individuel, et le moment où je quitte réellement l'entreprise, il se passe presque un an. Ouais, c'est long. Donc c'est très long, ça a été trop long d'ailleurs, parce que je pense qu'on s'est un peu gâché. Et moi, effectivement, c'est presque 12 mois, j'espère que. En fait, je crois tellement au fait qu'on puisse s'associer, je crois tellement au fait qu'on puisse monter un projet commun ou côte à côte. En fait, je suis le seul à y croire, donc j'ai un peu des œillères, je pense. J'aurais dû, en fait, en réalité, peut-être partir plus vite. J'aurais gagné probablement 6 mois, et peut-être qu'on aurait eu 6 mois d'échange en moins, qu'on aurait économisé en tout cas. C'est ce que je retiens aujourd'hui. C'est un sacré sujet, hein, de quitter son job. Autour de ça, il y a aussi la gestion de la démission ou de la rupture conventionnelle. Faut le dire, hein, puisque Ouais, bien sûr. on le dit, on le répète, le Pôle emploi est un des premiers financeurs des entrepreneurs en France. Ouais, alors moi, le seul pan un petit peu plus compliqué, je pense que l'entrepreneuriat a commencé à ce moment-là, c'est qu'effectivement, je croyais pouvoir attendre un peu de soutien de la part de cette entreprise, sauf que les entreprises en France aujourd'hui, elles n'ont a priori pas vocation à aider leurs collaborateurs à monter des entreprises quand ils le souhaitent. C'est pas leur rôle, c'est pas non plus le métier de l'entreprise. Même si je trouve ça dommage, j'ai depuis rencontré des entreprises qui justement accompagnent certains de leurs collabs dans la création d'entreprise. C'était pas le modèle de l'entreprise dans lequel j'étais. Au contraire, leur but était plutôt d'essayer de me garder, quitte, je pense justement d'une certaine manière, à essayer de rendre le départ un peu plus difficile. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc effectivement, aujourd'hui, le seul organisme qui m'a aidé à monter cette entreprise et qui donc m'a aidé à pouvoir financer mon quotidien, etc., c'est Pôle emploi. Pour les personnes à qui ça arriverait, qui auraient peut-être un peu d'ancienneté dans l'entreprise, on y pense peu, mais il y a un dispositif qui s'appelle démission création. Si vous avez plus de 5 ans d'ancienneté dans la boîte dans laquelle vous êtes, vous pouvez, une fois le dossier complètement monté, seulement une fois que tout ça est fait, démissionner, donc sans qu'il y ait aucun accord de votre entreprise, pour ensuite avoir le soutien de Pôle emploi France Travail et vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc ça, pensez-y. Mais surtout, faites-vous accompagner là-dessus, puisque une fois que vous avez démissionné sans avoir fait tout ça, c'est trop tard. Voilà, faut être très clair. Là, on arrive au moment fatidique où tu vas nous parler de ton entreprise. Tu vas nous expliquer comment tu as répondu à cette douleur des garagistes. Mais ce que je te propose avant ça, Ludo, c'est qu'on fasse une petite pause et on se retrouve juste après. Ça te va? Allez, avec plaisir. À tout de suite. À tout de suite, Steven. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous désirez nous donner un coup de pouce, laissez-nous un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Cela nous aiderait énormément. À très bientôt!